Voilà. On va se recentrer maintenant sur notre magnifique usine de tri mécanologique méthanisation à Romainville, après toute cette partie pédagogique et présentation d'autres exemples qui existent en Europe. Se recentrer donc sur notre usine avec une étude qui a été faite par le BET Horizon sur la quantité de déchets qu'on produit sur notre territoire, leur analyse, qu'est-ce qui est matériaux secs, qu'est-ce qui est ordures ménagères résiduelles. Donc vous allez avoir tous les chiffres. C'est extrêmement important parce que c'est une base de départ qui va nous permettre de savoir après quel plan d'action on va pouvoir mettre en place. Si on veut mettre le tri, il faut déjà savoir quels sont les résultats existants aujourd'hui, comment on se classe et comment on pourrait arriver à le mettre en œuvre. Et puis, quel système de tri à mettre en place, un autre système de traitement. Enfin, voilà, c'est toute la logique qu'on va vous présenter. Ça marche? Ah oui. Bon, voilà une petite présentation. On était venu effectivement le 14 mars déjà présenter un peu nos travaux d'analyse sur le dossier de demande d'autorisation de l'usine, sur la partie impact environnemental et études de danger. Mais il faut bien voir que dans ces dossiers de demande d'autorisation, il y a une chose très importante, c'est qu'il y a la justification de l'opportunité du projet. C'est-à-dire qu'effectivement, le SICTOM doit montrer qu'il est conforme aux objectifs de collecte sélective définis par la région ou par le Grenelle de l'environnement, et montrer que le dimensionnement de son installation est conforme à ces objectifs. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va essayer de regarder. Alors on a essayé de le faire de la manière la plus pédagogique possible, puisqu'à travers notre intervention et dans les rapports qu'on a à la RIVEM, ce qui est important, c'est que, voilà, de pouvoir former les membres de la RIVEM à comprendre au mieux un peu les enjeux de la gestion des déchets sur le territoire. Et enfin, il y a une difficulté un peu à laquelle on a été confronté, c'est qu'actuellement, on vous propose une usine, 320 000, 315 000 tonnes. Pour autant, pour l'instant en tout cas, aucune présentation sur l'évolution de la collecte et pourquoi la justification de ces 320 000 tonnes. A priori, ça ne vous a pas été encore présenté. Donc voilà, c'est aussi une première contribution de l'ARIVEM pour le débat public qui est en cours, puisque c'est un point qu'il faudra bien aborder, de savoir, de justifier le dimensionnement de cette usine. Donc on va passer sur la première diapo et regarder un peu le processus, voilà, de quelles informations on a besoin pour évaluer le dimensionnement de l'usine. Donc la première chose, c'est savoir d'où vont venir les déchets et quelles communes vont envoyer leurs ordures ménagères sur le site de Romainville. Alors dans le dossier de demande d'autorisation, on nous parlait de 19 communes et de plusieurs arrondissements parisiens. Lors de la dernière présentation qui a été réalisée par le SICTOM le 1er février, on est sur 22 communes du département du 93 et le 19e arrondissement. Et donc c'est sur ce territoire qu'on a marqué en vert là sur la carte, dont on a regardé un peu comment se passait la collecte des déchets aujourd'hui et comment elle était prévue d'évoluer dans les documents du SICTOM, pour enfin pouvoir déterminer quelle quantité d'ordures ménagères résiduelles à traiter. Pour autant, il y a quand même un paramètre qu'il faut bien regarder pour regarder l'évolution, jusqu'à quand on la regarde. Donc au début, l'usine était prévue pour démarrer en 2013. Maintenant, le démarrage, la mise en service a été repoussée à 2015 avec les différentes péripéties qui sont arrivées. Pour autant, on estime que la date réelle de mise en service, de fonctionnement à plein régime de l'usine se situerait plutôt vers 2017-2018, puisqu'il faut tenir en compte plusieurs choses. D'une part, il faut dépolluer le site, ce qui va prendre au moins 6 mois. Que Urbaser annonce qu'il y aura 34 mois de travaux, et travaux pendant lesquels le centre de transfert actuel va continuer à fonctionner. Donc vraiment un chantier difficile à gérer. Et enfin, il y a une période de test qui dure de 6 mois à 1 an sur les petites usines qui ont pour l'instant été construites en France, avant de lancer le fonctionnement à plein régime. Donc voilà, ce qui nous apporte quelque chose où on est à peu près dans les échéances 2017-2018. Et donc, on a regardé pour avoir une date un peu ronde et puis être conforme un peu avec les objectifs qui sont établis par la région. Du coup, qu'est-ce qui se passerait en 2020?
Et donc tous les chiffres qu'on va vous présenter sont à peu près à cette échelle de temps pour analyser l'évolution. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Oui. Et on répondra à toutes les questions après, parce que la phase question viendra à la fin. Mais je suis d'accord qu'effectivement, sur les chiffres qui sont présentés, on pourra avoir des choses plus précises qu'actuellement. On pourra y revenir après, en tout cas. Donc, quelques petites définitions. Pour l'instant, on va s'occuper uniquement des ordures ménagères. Hein, c'est-à-dire, on ne va pas considérer ce qui est collecté comme encombrant, ce qui est collecté comme déchetterie, puisque c'est des déchets qui ne sont pas prévus pour aller dans l'usine de tri mécano-biologique. Et donc là, on se concentre vraiment juste sur le dimensionnement de l'usine de tri mécano-biologique. Donc uniquement les ordures ménagères, qui sont composées principalement de deux flux. Hein. Donc tout ce qui a été collecté sélectivement, comme on l'a vu dans plusieurs présentations. Donc il y a deux flux de collecte sélective ici sur le territoire, c'est-à-dire la collecte sélective du verre et puis les autres matériaux secs, hein, papier, carton, plastique que l'on met dans nos poubelles. Et enfin, tout ce qu'on n'a pas collecté sélectivement, c'est ce qu'on va appeler ordures ménagères résiduelles, et c'est ça qui va alimenter le tri mécano-biologique. Donc actuellement, sur les 23 communes, plus le 19e arrondissement, ça représente 350 000 tonnes, hein, à peu près de déchets d'ordures ménagères collectées, donc ordures ménagères résiduelles, et les collectes sélectives. La plupart de ces déchets ne viendront pas, en tout cas, de Est Ensemble, hein, puisqu'on le voit, on a représenté un peu sur le graphique la proportion de déchets produits par chaque territoire. Et ces territoires ont la compétence en matière de collecte. Ce n'est pas le SICTOM qui vient collecter les déchets, c'est bien les communes. Et donc, il y a soit des communes qui sont indépendantes, hein, celles qui sont en vert clair ont la compétence de la collecte des déchets individuellement dans chaque commune, ou certaines, comme dans Est Ensemble, ont décidé de se regrouper pour avoir une politique commune en matière de collecte des déchets. On va passer sur la suivante et un peu voir les résultats de cette collecte. Alors vous avez entendu beaucoup de taux de collecte sélective, voilà, qui montaient supérieurs à 70%. À l'heure actuelle, sur le territoire, ici, on est à 10% de taux de collecte sélective. Donc 90% d'ordures ménagères résiduelles et bien sûr 0% de collecte des biodéchets. Alors on a comparé, hein, Romainville n'est pas le territoire là qu'on vient de décrire, n'est pas différent. Enfin voilà, dans Paris, à l'intérieur de Paris, c'est pas parce qu'on est dans le 93 qu'on ne trie pas bien. La moyenne à peu près de taux de collecte sélective sur l'ensemble du territoire du SICTOM se situe aux alentours de 12%. Et le territoire n'est pas particulièrement marqué par un taux de collecte sélective vraiment différent des autres. Par contre, effectivement, à l'extérieur de la région, quand on sort du cœur dense, on monte déjà un taux de collecte sélective qui est un peu supérieur, qui était à 16% en 2009. Voilà. Alors il y a des villes qui sont plus performantes. Hein. On a marqué Lille et Lorient, dont on a parlé tout à l'heure, où voilà, il y a des taux de collecte sélective qui montent à 26-41%. Et le territoire, en tout cas du SICTOM, est beaucoup plus comparable à une ville comme Marseille, qui a un taux de collecte sélective de 7%, et qui font partie, en tout cas, des collectivités en France qui ont le plus faible taux de collecte sélective. Alors deux choses, ça montre bien effectivement qu'il y a des difficultés sur le territoire à mettre en place le tri sélectif, mais ça montre aussi qu'il y a un fort potentiel d'augmentation. Alors comment c'est prévu pour évoluer? Le SICTOM, lors du débat public à Ivry, puisqu'il n'y a pas qu'une seule usine de TMB en projet dans le cœur de l'agglomération, il y en a une deuxième à Ivry-sur-Seine, qui était dimensionnée à 490 000 tonnes. Donc un projet encore plus colossal qu'ici, et sur le même principe, hein, tri mécano-biologique, méthanisation et compostage des ordures ménagères résiduelles. Donc dans ce débat public, en tout cas les chiffres que je vous présente sont vraiment les chiffres du SICTOM qui ont été présentés dans ce débat public pour justifier du dimensionnement des sites sur le territoire du SICTOM. Donc on va les prendre un peu un par un. Hein. Sur le nombre d'habitants, effectivement, bon, c'est plus 8,5% d'habitants en 12 ans, hein, entre 2008 et 2020. Des actions de prévention qui ont été prises en compte par le SICTOM, et effectivement, on va avoir une baisse du tonnage en 12 ans de moins 4%.
Donc on verra après, on va critiquer un peu tous ces chiffres, mais il y a bien en tout cas une politique de prévention qui a été prise en compte par le SICTOM, même minime, et une très minime augmentation en tout cas qui est prévue pour les collectes sélectives, puisqu'il y a juste les collectes sélectives hors verre qui sont prévues pour augmenter, une augmentation de 5 kg par habitant qui n'apporte pas énormément de changements et qui ne montrait pas le taux de collecte sélective au-dessus de 20%. Mais en tout cas, si on prend tous ces paramètres et qu'on regarde ce que ça fait sur l'évolution des ordures ménagères résiduelles, ben, on voit que en 2008, on est à peu près là à 316 000 tonnes et que, bon an mal an, en 2020, on arriverait à peu près à 290 000 tonnes de déchets collectés sur le territoire du bassin de commune de Romainville. L'usine, les ordures ménagères résiduelles, est prévue pour accueillir 315 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles. Donc, on peut voir déjà que même avec le scénario qui est développé à l'heure actuelle par le SICTOM, ou la projection en tout cas qu'il a fait sur l'évolution des collectes de déchets, l'usine est surdimensionnée. Il y a effectivement 25 000 tonnes de trop sur cette usine, qui représente à peu près quand même 100 000 habitants, la production de 100 000 habitants sur le territoire. Donc, potentiellement, un agrandissement en tout cas du bassin de collecte. Alors, est-ce que ces objectifs qui ont été définis par le SICTOM sont compatibles avec les objectifs de la région, avec ce qui a été défini dans le Grenelle de l'environnement? Donc, on a mis sur la colonne sur le côté droit un scénario alternatif qui reprend un peu ces objectifs qui ont été définis soit par la région, soit par le Grenelle. Donc on n'a pas touché au nombre d'habitants, hein. Chacun pourra penser la justification. Nous, on a travaillé lors du débat public on a participé avec la Commission nationale du débat public, en tout cas à être mandaté pour faire une expertise sur les chiffres déjà fournis par le SICTOM. On trouve que ce chiffre de plus 8,5% n'est pas correctement justifié. Mais là, on est en train de regarder surtout les objectifs de collecte. Donc c'est un paramètre qu'on n'a pas touché. Donc dans les deux scénarios, il y a bien plus 8,5% d'habitants en 12 ans. Donc le premier paramètre, c'est la baisse du tonnage, c'est l'action de prévention. Le SICTOM n'a retenu effectivement que l'objectif du Grenelle qui dit qu'en 5 ans, entre 2009 et 2014, on doit baisser de 7% par habitant le tonnage, en tout cas, de déchets produits. C'est quelque chose qui s'est produit dans le passé, en Ile-de-France depuis, si on regarde sur les 5 dernières années, on a bien effectivement une baisse de 6% de collecte par habitant. C'est un processus, je dirais, depuis le début des années 2000, où il y a une baisse quand même régulière des quantités de déchets collectés. Dans le scénario alternatif, ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, les objectifs d'État ne vont jusqu'en 2014, mais nous, notre projet, il démarre beaucoup plus tard. Donc la prévention va se prolonger. Donc on a choisi de doubler effectivement cet objectif du Grenelle de l'environnement et de le poursuivre après 2014. Pour les collectes sélectives, il y a marqué plus 23 kg et plus 15 kg. Ils n'ont pas été choisis par hasard, c'est tout bonnement l'objectif qui a été défini par les élus de la région. La région est l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. C'est elle qui fixe les objectifs. Ce paramètre est très peu utilisé. En tout cas, dans le débat actuel, on a très peu d'informations sur ce paramètre. Mais effectivement, le projet n'a pas été dimensionné sur les objectifs établis par la région. Le taux de collecte visé était beaucoup plus haut. Enfin, la performance sur la collecte sélective des cartons des professionnels. Parce que les ordures ménagères qui sont collectées, on a souvent l'impression que c'est, comme on dit, ordures ménagères, ça ne vient que des ménages. Non, comme on l'a vu en Espagne, il y a effectivement beaucoup de professionnels qui sont collectés par le service public. En Ile-de-France, c'est à peu près 30% des déchets qui sont collectés par le service public deviennent d'administration, des marchés, des fêtes qu'on organise, des artisans, des commerçants, et qui, eux, ne sont pas pris en compte dans les objectifs, en tout cas, qui ont été définis par la région. Et pour autant, sur le territoire, à l'heure actuelle, il y a en tout cas 2 communes qui ont lancé de la collecte sélective des cartons des professionnels. Et donc, pour l'instant, c'est un objectif, en tout cas, qui n'existe pas. Et il y a
il y a un manque criant, en tout cas, d'action envers les professionnels collectés par le service public. Et enfin, une collecte sélective des biodéchets. Oui, parce que la région, quand elle a voté son plan en 2009, a décidé, effectivement, en validant le fait qu'il y aurait des TMB sur le territoire de l'Île-de-France, il n'y aura pas de collecte sélective des biodéchets. On ne va pas faire de la collecte sélective des biodéchets si, par ailleurs, j'ai l'intention de faire du compost avec le TMB. Pour autant, la loi Grenelle a été votée. Maintenant, il y a une obligation pour les gros producteurs de biodéchets qui va s'étaler de 2012 jusqu'à 2016, où chaque année, on va monter un peu le seuil, prendre de plus en plus de gros producteurs de biodéchets. Et c'est une obligation légale que Est Ensemble devra mettre en œuvre, comme l'ensemble des collectivités en charge de la collecte. Alors pourquoi on a choisi 33 kg par habitant ? On avait 2 sources d'information et elles sont faibles. Les études commencent presque à peine sur la région Île-de-France. Donc on a une étude qui a été réalisée par le CICTOM et qui dit qu'à court et moyen terme, on est capable de collecter 12 kg par habitant. Et enfin, il y a une deuxième usine, puisque comme vous le savez, il y a un projet de méthanisation de biodéchets au Blanc-Ménil qui a été réalisé par les communes qui sont chargées d'approvisionner en tout cas ce futur équipement, et qui parle plutôt de 33 kg par habitant. Voilà, donc du coup, on a, en tout cas, ce qui est présenté là, et le chiffrage a été fait avec ça. Mais les données sur lesquelles on peut se baser, en tout cas, pour l'instant, ne sont pas très, très robustes pour déterminer quel peut être l'objectif potentiel réalisable par les collectivités. Donc effectivement, mais comme on l'a vu, plus on collecte sélectivement, moins on a d'ordures ménagères résiduelles. Donc, dans le cas du scénario du CICTOM, on est plus proche des 300 000 tonnes, alors que dans l'autre cas, on est plus proche des 200 000 tonnes collectées. Et effectivement, c'est le taux de collecte sélective qui va faire la différence. Et donc, on n'est pas dans des taux ahurissants, comme les performances qu'on a pu voir en Italie ou en Espagne, où on se situe à 70%. Non, là, dans le scénario alternatif, qui montre qu'à 35% de taux de collecte sélective seulement, on a déjà un immense surdimensionnement, là par contre, de l'usine de TMB. Alors, un petit rappel un peu de comment ça fonctionne, cette usine de tri mécanobiologique, et où vont aller les déchets. Parce que malheureusement, souvent dans la presse, et pour avoir discuté avec des journalistes sur ce projet de Romainville, on nous dit régulièrement: mais de toute façon, tout va être traité à Romainville. Et c'est bien comme ça, enfin, même lors de la réunion du 1er février, les commentaires dans la presse qu'on pouvait lire, c'est un projet, tout va être traité à Romainville. Non, le tri mécanobiologique, on ne traite pas tout. La première étape, effectivement, c'est quand même une séparation de ce qui est fermenticible, et c'est-à-dire, ce n'est pas uniquement les biodéchets, mais c'est aussi le carton. Le carton a un fort pouvoir méthanogène. Donc il ne faudrait pas trop le collecter sélectivement parce qu'on veut le faire passer dans la méthanisation. Mais on voit en tout cas bien sur le graphique qu'une des choses qui sort, c'est le compost. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce compost? Donc, en tout cas, je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus parce que le bilan environnemental, comme on le voit un peu sur le camembert à côté, voilà, 40% au final des déchets iraient dans cette filière compost. Et donc, est-ce que c'est 40% qu'on va considérer comme compost ou est-ce que c'est 40% de déchets qui vont retourner finalement en décharge? Alors, il y a de lourdes discussions au niveau européen actuellement et on va avoir les réponses, une nouvelle réglementation en tout cas qui est prévue pour être votée par le Parlement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc dans un instant, enfin dans une période en tout cas très courte par rapport à l'évolution du projet de Romainville. Et pour l'instant, en tout cas, tout laisse à penser qu'effectivement, ça va être validé le fait qu'on ne peut faire du compost qu'à partir si on a fait une collecte sélective des biodéchets avant. Donc ça remet en cause un peu effectivement ce bilan environnemental de l'usine. Donc où est-ce que vont aller ces déchets? Donc pour ce qui est, là sur le graphique, on a réuni, on a fait effectivement comme si le compost allait aller en décharge, pour montrer une chose importante, c'est que, contrairement à ce qui est dit, on ne va pas réduire fortement les quantités de déchets envoyés en décharge avant
c'est-à-dire par rapport à la situation maintenant et la situation si jamais ce projet se faisait. Non, il y a de fortes chances que le compost aille totalement en décharge, et dans ces cas-là, on aurait une réduction en 2020 uniquement de 6% des déchets allant en décharge, et pas comme nous le demande l'objectif du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire en 2015, d'avoir déjà une réduction de moins 15% des déchets envoyés en décharge. Non, en 2020, avec ce projet-là, on a de fortes chances de ne pas atteindre cet objectif. Alors il ne faut pas négliger effectivement que la partie intéressante du tri mécano-biologique, c'est-à-dire quand même de pouvoir, on ne peut pas dire que c'est les mêmes types de déchets qui seront mis en décharge. Une fois les déchets compostés, on a quand même une matière stabilisée. On a retiré les métaux qu'on pouvait dessus. Donc voilà, c'est vraiment plus du tout le même type de déchet. C'est pas un déchet brut que je mets en décharge. Il y a quand même eu une évolution non négligeable. Et donc du coup, on arrive quand même à des réductions, en tout cas sur la partie incinération ou ce qui est envoyé en décharge, de 6 et 45%. Voilà, j'ai été un peu rapide, essayer d'aller sur les données essentielles. Une petite autre chose aussi, si j'ai encore un peu de temps, ce que je voulais vous montrer par rapport à la situation 2010, voilà, c'est la carte d'après, la situation 2010, parce que va se poser le territoire, en tout cas tel qu'il est organisé actuellement, tous les déchets ne vont pas dans le centre de transfert de Romainville. Par exemple, on a les communes de Gagny et Pavillon-sous-Bois qui envoient leurs déchets sur l'incinérateur de Saint-Thibault-les-Vignes. Demain, ces déchets sont prévus pour aller sur le tri mécano-biologique. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer dans l'incinérateur de Saint-Thibault-les-Vignes? On a quand même un équipement qui est en fonctionnement, avec une collectivité qui reçoit des déchets depuis plus de 10 ans de territoire du SICTOM. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, dans les projets, c'est ce qui est un peu regrettable dans les projets du SICTOM, c'est-à-dire que ces usines d'incinération qui reçoivent des déchets, voilà, qu'est-ce qu'on va faire des vides de four? Est-ce qu'il faut fermer ces usines si on construit l'usine de tri mécano-biologique? Ou est-ce que ces usines vont du coup aller chercher plus loin d'autres déchets? Voilà, des questions qui se posent et qui seraient intéressantes, en tout cas, vu la proximité des communes sur notre territoire et les faibles distances qui séparent les différents sites de traitement, de pouvoir avoir une politique de mutualisation des moyens et d'abord d'utiliser l'existant au maximum, le temps de pouvoir développer les collectes sélectives et d'avoir le meilleur dimensionnement possible sur nos nouveaux équipements. Cette dernière partie sur les usines existantes permet de rebondir sur le fait que quand on nous dit si l'usine ne se fait pas, très bien, mais ça sera Naples ici. Bon, la preuve que non. Et le deuxième point, je pense que ce qu'on a voulu faire, c'était gratter un petit peu cette plaquette commerciale qu'on nous a présentée depuis le début, en nous disant, nous, on a la solution pour faire disparaître la mise en décharge et l'incinération. Bon, c'est totalement faux. On a les chiffres qui le prouvent. Et on a donc voulu réfléchir à... toujours dans la recherche de solutions, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre sans dépenser ces centaines de millions d'euros qui, au final, finiront malgré tout en décharge et en incinération? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de mieux? Bon, déjà, on a développé volontairement toute cette partie tri à la source en premier point, parce que c'est vraiment la première démarche à lancer. Il restera toujours des restes de déchets qui seront à traiter le moins possible. C'est l'objectif. Et quel type de traitement peut permettre justement de ne pas être en confrontation avec le tri à la source, parce que l'usine qui veut le faire ici, il ne sera pas question de faire le tri des biodéchets, parce qu'après, ils en ont besoin, donc c'est en totale opposition. Donc quel est le système de traitement qui déjà n'a pas besoin de marcher à plein tube pour marcher correctement, parce que c'est le problème des incinérateurs et de l'usine qui veut le faire ici. Si on ne les remplit pas à fond, elles ne marchent pas, donc il faut qu'elles marchent à fond. Donc si vous faites le tri à la source et qu'il y ait moins à manger pour l'usine, eh ben, il y a conflit. Donc il nous faut une usine qui soit souple dans son fonctionnement, qui soit donc en adéquation avec un développement du tri à la source. Et donc c'est tout ce plan d'action du début jusqu'à la fin sur lequel on a voulu réfléchir.